Vous êtes ancien instructeur du RAID, vous avez été durant 20 ans, jusqu'en 2008, intervenant, instructeur opérationnel, puis négociateur au sein du RAID. C'est le RAID qui est intervenu à Magnanville. On peut négocier avec ce type d'individus qui sont complètement fanatisés, radicalisés? On parle de 3 types de négociations, les négociations possibles, aléatoires et impossibles. Là, il apparaît que c'est fait partie des négociations impossibles, c'est-à-dire qu'on va quand même négocier pour essayer d'obtenir un maximum de renseignements et d'informations, mais on sait très bien au départ que ça n'aboutira pas et qu'on ira de toute façon vers une fin brutale. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Il savait très bien. Et pour sauver le petit garçon de 3 ans, il était nécessaire de rentrer et d'investir rapidement cet endroit et d'éliminer tout de suite ce monsieur. Comment on décide d'arrêter les négociations et de donner l'assaut? À un moment donné, on essaye de parlementer, puis à un moment, il faut prendre la décision. Comment on le sait? En fait, au RAID, la partie négociation fait partie du RAID, vraiment fait partie du groupe d'intervention. C'est-à-dire que c'est pas comme chez les anglo-saxons où la négociation est complètement à part. Donc c'est une unité, la même et seule unité. Et il y a un moment, quand on se rend compte qu'il y a du danger et que la négociation ne sert plus à rien, les négociateurs eux-mêmes laissent la place à l'intervention en disant on peut plus rien faire et il vaut mieux intervenir. Le RAID donc donne l'assaut. Prendre vivant ce type d'individu, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible et de toute façon, encore une fois, il va faire 20 ans en prison, il va être dehors, il va ressortir encore plus islamisé que quand il est rentré, il aura islamisé les autres. Donc l'utilité de le mettre en prison, je vois vraiment pas l'utilité, quoi. De toute façon, il est irrattrapable, on va pas réussir à le déconvertir et c'est foutu pour la société, quoi. Alors c'est un modus operandi, on l'a dit, assez nouveau, des policiers qui sont poursuivis jusque dans leur vie privée et qui sont attaqués chez eux, pas dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, alors là, pour le coup, c'est l'état de choc au niveau de la police, c'est ce qui est voulu par les gens d'en face, bien sûr. Le policier, quand il prend des risques quelquefois lors de son travail, mais il sait en rentrant chez lui, au moins que sa famille est en sécurité. Or là, il a peur que même chez lui, il sera plus en sécurité, quoi. Et notamment sa famille, c'est ce qui est un peu plus, c'est ce qu'on craint de plus, en fait. Alors, c'est une attaque qui intervient 2 jours après la tuerie d'Orlando. C'est vrai qu'on y voit des similitudes, d'abord sur le profil du meurtrier quand même. Oui, mais le problème c'est que ce sera pas le dernier, encore une fois. Il y en a moult et moult qui se proclament djihadistes. Et je trouve que il est impossible de les filer tous parce qu'il faudrait au moins 20 personnes pour chaque personne soupçonnée. Donc c'est pas possible actuellement. Par contre, il y a un article du Code pénal, le 411-4, qui prévoit que lors d'intelligence avec ennemi, on peut tout à fait arrêter les gens et les mettre en prison. Et puis lorsqu'il s'agit de Français, puisque c'est le cas, ils sont Français, ne l'oublions pas, on peut parler de trahison même, et on peut aller beaucoup plus loin. Donc je me demande ce qu'on attend. Honnêtement, je me demande ce qu'on attend. Des gens sont fichés, ils ont des fiches S, ils sont en liberté. Ils ouvrent un magasin, ils ouvrent un restaurant pour ce. Oui, il a ouvert un restaurant de fast-food, ouais. Et on laisse faire. Donc je me pose des questions quand même. On parle de mesures qui ont été prises. J'attends de les voir les mesures. Une petite chose que je voulais dire aussi, les gens étaient étonnés de voir la BRI avec le RAID, mais c'est la BRI de Versailles qui est intervenue avec le RAID et qui sert d'ossature au RAID pour les interventions où on a besoin de beaucoup de monde comme ça. Et c'est un petit peu la cellule d'intervention. Alors, Manuel Valls le disait, et François Hollande aussi d'ailleurs, on doit s'attendre à une multiplication de ces actes isolés, mais qui sont néanmoins très meurtriers. Bien sûr. On entend souvent parler de gens entraînés, de gens. Moi, ça me révolte toujours un petit peu parce qu'on a parlé de ça avec Mera. Mera, par exemple, il a tué quelqu'un avec un scooter blanc. Il a demandé le lendemain si on pouvait lui repeindre en noir et personne. Voilà, c'est pas des gens intelligents. C'est des gens qui sont. C'est brutal, c'est violent, c'est meurtrier. Rentrer avec une Kalachnikov dans une salle de concert où les gens sont désarmés, c'est tellement facile, y a rien, je vois même pas où est l'acte courageux là-dedans, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'être super entraîné, il n'y a pas besoin d'être intelligent, la preuve, parce que c'est pas des gens très intelligents. Et puis on reparle aussi des frères Kouachi qui se trompent de rue, qui se trompent d'escalier, qui se trompent de porte, qui se trompent d'étage, qui savent pas qu'il y a un digicode. Ils réussissent quand même à aller au bout de leur action. Ils ont été servis par la chance pour le coup là, quoi.
Bon, les profils de gens, que ce soit Mera ou que ce soit celui-là, c'était pas des gens doués d'une intelligence au-delà des normes non plus. Et puis voilà. Mais automatiquement, quand on leur donne les armes, ils peuvent devenir très violents. Et puis ils souffrent aussi d'une petite pathologie, sûrement. Mis à part l'endoctrinement religieux, il y a aussi les pathologies qui rentrent en ligne de compte. Comment on peut lutter contre ce type d'attaque dans nos démocraties? Ben en fait, c'est au départ, c'est-à-dire faut remonter très loin, faut remonter déjà. On va repartir en 62 par exemple, quand des gens qu'on a envahis, qu'on a soi-disant martyrisés, et qui a une fois libérés viennent chez nous. On peut se poser la question. Et tous ne deviennent pas des islamistes. Non. On a une population bien sûr. Islamiste radicaux. 100% des musulmans ne deviennent pas islamistes. Mais par contre, 100% des islamistes sont musulmans. Oui, il ne faut pas faire d'amalgame. Non, mais sans faire d'amalgame, je veux dire, les musulmans ne sont pas tous terroristes, par contre tous les terroristes sont musulmans. L'état d'urgence, le plan Vigipéral au niveau maximal, ce qui manque, ce sont des moyens. Les moyens, on peut mettre 10 fois plus de policiers. Si on leur lie les mains et qu'on leur interdise de travailler, ça aboutira pas plus. Le problème, il est là, je crois. Peut-on avoir d'autres mesures de mise en place, comme le réclame l'opposition aujourd'hui, qui réclame des mesures encore plus importantes, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé au top de ce qu'on peut faire? On est au degré maximal de Vigipirate, on est en état d'urgence, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je crois qu'hélas, il n'y a pas grand-chose à faire de plus pour l'instant, puisque les policiers sont mis à toute épreuve en ce moment, avec la Coupe d'Europe, avec les grèves, avec les CRS. Là, vous voyez, en ce moment, ils sont dans les rues à essayer d'empêcher le désordre. Donc on peut pas mettre tout le monde partout, quoi. C'est pas possible. Donc encore une fois, c'est un travail de fond qui doit être fait. Comme à une certaine époque où il y a eu les bons vieux renseignements généraux qui ramenaient des informations importantes sur des gens et puis qui finissaient par ramener des sources, quoi. Mais bon. Moi, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire actuellement de plus. Je sais ce qu'il n'aurait pas fallu faire il y a quelques années, c'est tout. Le regroupement familial en 74, par exemple, il y a des erreurs qui ont été faites par tous les présidents, d'ailleurs, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc, il y a eu des erreurs faites de par tout le monde. Et puis, on a laissé faire des choses dans les banlieues. Moi, je viens de la banlieue, donc vous parliez d'amalgame tout à l'heure. Moi, j'ai passé ma vie à entraîner des jeunes des quartiers, des cités. Et j'étais à l'école avec Mohamed, avec Doudou, c'était un mélange racial dans l'école. Donc, je sais ce que c'est que les banlieues, je sais de quoi je parle. Et je crois qu'on a laissé faire des choses dans les banlieues. Quelquefois, c'est pas en les emmenant en vacances 15 jours qu'on va résoudre les problèmes dans certaines banlieues. Oui, c'est un travail plus profond. C'est un travail de fond qu'il fallait réduire faire. La fracture sociale tout d'abord. Qui n'a peut-être pas été fait. J'ai des collègues comme Bruno Pomar qui essayent par tous les moyens, par le sport, d'emmener des jeunes, leur faire faire des raids d'aventure, des choses comme ça. Ça fait des années qu'on fait un travail de fond. Même le raid est employé pour faire ça avec les jeunes. Il y a des jeunes qu'on a réussi à sortir vraiment de là et qui sont maintenant devenus des gens de terrain qui travaillent avec nous d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas. Maintenant, je crois que c'est un peu tard. Je suis un petit peu pessimiste, mais j'ai un peu peur pour l'avenir. Hélas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Tout de suite, on va revoir comment sont passés les faits. Hier soir, je vous le rappelle, donc 2 jours après l'attentat d'Orlando, un homme, Larossi Abala, a tué à coups de couteau un policier, sa compagne dans leur domicile de Magnanville, dans les Yvelines. L'enfant du couple, un petit garçon de